La ciguatera est toujours présente. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt vient de mettre à jour la liste des poissons interdits à la consommation. Les explications de Bénédicte Jourdier sur cette maladie douloureuse. Et la situation du BTP est explosive selon les acteurs du secteur. Le président de la fédération, José Cadarcan, a appelé à Richalus-à-Leyde. Une rencontre avait lieu ce matin à la région. Expérience inédite à Sainte-Rose, des vélos pour mieux se concentrer en salle de classe. L'équipe pédagogique du collège de Laboucan est l'une des premières écoles d'Europe à expérimenter ce concept. Vous découvrirez le reportage de Linda Kayarsi dans cette édition. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Elle est surnommée la maladie des mers chaudes. La ciguatera est toujours dans nos récifs coralliens. Rarement mortelle, elle est une forme d'intoxication qui provoque vomissements, diarrhée, démangeaisons violentes. Il n'existe aucun remède pour la soigner. Seule l'identification précise des espèces permet de limiter les risques. Les explications de Bénédicte Jourdier. Tout commence avec la mort de récifs coralliens. Le terrain abîmé est alors colonisé par une algue, elle-même propice au développement d'une microalgue de la famille des dinoflagellés. C'est elle qui sécrète les ciguatoxines. Les poissons brouteurs sont donc infectés et contaminent à leur tour les plus gros, mérous, barracudas, loches, carangues, qui finissent dans nos assiettes. Au fur et à mesure, la concentration en micro-organismes toxiques augmente dans notre organisme et la dangerosité aussi. Sur cette affiche, récemment mise à jour par l'Agence régionale de santé, la liste des poissons dangereux à la consommation, avec notamment le barracuda, la carangue, la grande céréole et la céréole limon, interdits à la consommation en tout lieu et en tout temps. Rarement mortelle, la ciguatera est une forme d'intoxication provoquant des vomissements, diarrhées, inversion des sensations du chaud et du froid, démangeaisons violentes. L'organisme peut mettre des mois à se débarrasser des concentrations de toxines. Aucun remède n'existe, seule une identification précise des espèces permet de limiter les risques. L'ARS rappelle que les pêcheurs, professionnels comme amateurs, doivent savoir reconnaître sans faute les différentes espèces vénéneuses ou susceptibles de l'être et ne pas les consommer. Les consommateurs doivent être vigilants quant à l'origine du poisson. Les professionnels de la restauration ne doivent pas commercialiser les espèces vénéneuses mentionnées sur la plaquette. Et en cas de troubles digestifs ou autres après un repas, il convient de consulter son médecin rapidement et de conserver les restes du repas au congélateur, ce qui permettra la réalisation d'analyses afin d'identifier l'origine de l'intoxication. Grillé, frit ou encore en court bouillon de poisson, le poisson est l'un des mets favoris des Antillais. Connaissez-vous ces espèces interdites à la consommation? Isabelle Hameau vous a posé la question, on vous écoute. Oui, les espèces dangereuses à ne pas consommer, c'est veille varèche, les veilles morues, les barracudas. Je me méfie un peu de tous les poissons. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai déjà mangé du poisson qui m'a fait mal. Et parmi les espèces qui sont potentiellement dangereuses? Oui, ah non, je ne les achète pas. Je ne les achète pas comme le poisson lion, tout le monde Moi j'ai peur de ce poisson-là. Vous en connaissez d'autres? Et les carangues. Quel poisson encore que je peux vous dire? Il y en a pas mal, mais je ne pourrais pas vous les citer. Parce que je ne connais pas tellement les noms de poissons. Non, pas du tout. Vieille morue, vivano oreille noire. Ah bon? Ça, c'est un poisson qu'on consomme en général. D'accord. C'est bon à savoir. Il y a le taza, il y a aussi celui qui mange les huîtres. Ce sont ces poissons qui sont hyper dangereux. Et par contre, il y a une saison pour les manger. Je n'achèterai jamais la bécune. Et oui, carangue, la variété de carangue bleue. À part ça, je ne m'y connais pas. Hein. C'est seulement le poisson lion que moi je connais. C'est tout. Vous ne connaissez pas d'autres? Non. Regardez une liste, là, je vous la donne. D'accord, merci. Consultez-la et dites-moi si parmi ces poissons-là, vous saviez qu'ils étaient... Dangereux? Non, pas du tout. Poisson chien dedans, pas du tout. Vivano. Non, je ne savais pas. Même la barracuda? Non, je ne savais pas. Ma mère disait béquine ou quelque chose comme ça. Parce que j'avais connu une famille,
Même le chat qui avait mangé un bout de poisson, le chat était mort. Mais autrement, je ne les connais pas. C'est dommage. Et je mange seulement du poisson. C'est dommage pour moi. Il aurait fallu, comme on dit ça, il aurait fallu que je m'y mette et que je puisse apprendre ça. Ben oui, ben voici la liste, regardez-la. Eh bien, c'est bien. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit la vieille femme ne veut pas mourir parce qu'elle n'a pas encore fini d'apprendre. Ouais, carangue aux yeux, ouais, carangue jaune, barracuda, carangue noir, oh là là. Vieille, oui, j'ai déjà entendu vieille aussi, mais vieille à carreaux, vieille morue, pague jaune, vivano, oreille noire. Oh là là, je ne connaissais pas tout ça. Hein. De toutes les manières, dès qu'on parle de poissons contaminés en Guadeloupe, les gens sont très méfiants, quoi. Et c'est pour ça quand ils viennent sur nos stands, ils regardent beaucoup plus attentifs par rapport à cela, quoi. Mais on est obligé de savoir la liste. Depuis plusieurs semaines, la pluie se fait rare en Martinique. L'alerte sécheresse a d'ailleurs été lancée le week-end dernier. Une situation qui inquiète les agriculteurs. Frédéric Mazy, d'ATV Martinique. C'est la sécheresse, c'est le soleil qui fait ça, dans la terre, voilà. La pourriture. Impuissant, Alain va jeter plus de la moitié de sa récolte d'igname. L'agriculteur a investi près de 40 000 € dans son exploitation. Sans pluie, sa quantité de production ne sera pas suffisante. Au lieu des 10 tonnes de concombres ramassées habituellement, il peut espérer en récolter seulement 2 tonnes. La sécheresse favorise de plus des maladies qui attaquent les fruits et légumes, tels que le mildiou. Là, on aura quand même cette maladie qui va se développer d'ici quelques semaines et qui va ralentir la croissance de la plante et on aura un manque à gagner. Tout ce qu'on plante, on n'arrive pas à arriver à terme au niveau de la production. Et ça, c'est des pertes sèches au fait au niveau de l'entreprise. Et si ça continue, je pense qu'on mettra la clé sous la porte. La pluie est venue arroser le début de semaine, la végétation reste luxuriante, les sols ont pu se gorger d'eau. Mais il ne faut pas croire pour autant que ça a rechargé les cours d'eau et donc aujourd'hui on est sur des quantités d'eau, sur des quantités de pluviométrie qui n'ont pas permis de recharger les cours d'eau et donc le débit des rivières reste à un niveau relativement bas par rapport à la saison. Compte tenu des quantités qui transitent actuellement dans la rivière, une partie des besoins ne peuvent pas être satisfaits, donc la vie aquatique, l'alimentation en eau potable ou les besoins pour l'irrigation. D'après Météo France, la pluie ne fera pas son retour avant la fin de semaine. La population est invitée à limiter sa consommation d'eau, telle que l'arrosage des pelouses ou le remplissage des piscines. Il s'agit de la première intervention de ce type dans la Caraïbe. 2 médecins ont réussi hier à procéder à l'ablation d'un kyste situé près de la colonne vertébrale sur un patient. Tout ça à l'aide d'un scanner. Au CHU de Pointe-à-Pitre, une intervention beaucoup plus légère pour le patient, pratiquée néanmoins dans une dizaine de CHU en France. Bénédicte Jourdier. Ce patient souffre de douleurs dans les jambes dues à une compression similaire à une hernie discale provoquée par un kyste dans la colonne vertébrale. Il subit donc une kystectomie sous guidage scanner, une procédure nouvelle née de l'imagerie interventionnelle et permet de disséquer sur la lésion sans ouvrir et sans anesthésie. Donc le but ça a été d'accéder à ce kyste par 2 voies. On utilise donc des aiguilles, c'est ce que l'on voit en temps réel. On voit donc le trajet de nos aiguilles dans le corps. Ce sont les 2 traces blanches ici et ici. La première aiguille a abordé l'articulation qui est malade. On a injecté un produit de contraste qui apparaît tout blanc. Et de l'autre côté, on a abordé le kyste directement. Le kyste, c'est cette petite tache blanche que l'on voit ici, qui est remplie du produit, qui montre la communication entre l'articulation et le kyste. Et ensuite, on a appuyé et injecté un anti-inflammatoire de manière à faire éclater ce kyste et injecter un anti-inflammatoire pour l'assécher, pour pas que ça revienne appuyer sur le nerf. L'hospitalisation est courte, bien moins lourde qu'une chirurgie, mais tout aussi efficace, selon le docteur Amoretti qui pratique cette technique novatrice depuis une dizaine d'années au CHU de Nice. Nos retours dans notre CHU sont excellents. Le ratio
bénéfice sur risque est extrêmement intéressant puisque, comme vous le voyez, il n'y a pas d'anesthésie générale. Le taux de complication est infime puisqu'il n'y a pas de dissection, il n'y a pas de destruction musculaire. Et l'ensemble des centres réalisant ce type de procédure en Europe et aux États-Unis, voilà un développement purement exponentiel. Le patient, lui, pourra rentrer chez lui et reprendre une activité normale d'ici 48 heures. Il menace de bloquer la Guadeloupe si l'État n'intervient pas. Les professionnels du BTP crient au ras-le-bol. Leur secteur d'activité serait au bord de la faillite. Jean-Yves Ramassamy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, le président de la Fédération du BTP, José Gadarcan, a rencontré Harry Chalus en région. Vous étiez également à la table des négociations. Oui. Nathalie Dinan et Moïse Dexter y étaient également. On regarde leur reportage. Face aux difficultés rencontrées par les entreprises du BTP et notamment dans les retards de paiement, le président de la Fédération, José Gadarcan, s'est entretenu pendant plus de 2 heures avec Harry Chalus. Les deux hommes ont notamment abordé le blocage des agréments par Bercy, un dossier que le président et parlementaire Harry Chalus a défendu à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il y a une bonne dizaine qui permettra quand même au BTP de pouvoir démarrer. La région, comme il me le disait, c'est 15% un peu direct en matière de travaux pour le BTP. Et aujourd'hui, je peux vous dire, dès que nous avons recommencé les mandatements, c'est 57 millions que nous avons déjà payés actuellement. Donc moi je suis prêt à les accompagner car je sais qu'il y a un réel problème. Les dossiers ne se retrouvent pas, notamment les 200 et quelques millions au niveau de la plateforme multifilière du CIVAD, les travaux qui devaient se réaliser au port et bien d'autres. Nous allons lancer bientôt des consultations qui redonneront un peu du grain à moudre, mais il faudrait aussi que de notre côté que l'État fasse son travail, que le préfet aussi puisse imposer aussi aux collectivités qui doivent au BTP, il y a 176 millions. Incertaines quant à leur avenir à cause entre autres du désengagement de l'État annoncé, les entreprises du BTP des 4 DOM ont menacé de se mobiliser. José Gadarcan constate chaque jour la liquidation d'entreprises du secteur sans pouvoir arrêter l'hémorragie. Il y a plusieurs agréments qui sont en souffrance parce que c'est vrai qu'actuellement il y a 3 agréments qui sont en cours d'instruction, mais ce sont des agréments de 2012, 2013 et 2014. Donc ça, et dont une opération qui est pratiquement terminée. Donc nous avons pratiquement une centaine d'agréments qui sont en instance jusqu'à 2016 et nous attendons de Bercy que ces opérations soient débloquées pour que nos entreprises puissent avoir de l'activité. Pour l'instant, nous ne sommes pas rassurés parce qu'on a entendu le président, il a entendu les difficultés que rencontrent nos entreprises. Mais comme je disais tout à l'heure, on souhaite être payé déjà de ce qu'on nous doit. Il n'y a pas que la collectivité régionale, il y a d'autres instances qui nous doivent aussi. Déjà savoir quand est-ce que nos entreprises seront payées pour pouvoir faire face à nos charges sociales et fiscales. Cela représente entre 35 et 40 millions d'euros. Après avoir rencontré tous les donneurs d'ordre, les fédérations de Guadeloupe, Martinique, Guyane et de la Réunion ont prévu d'informer vendredi les élus et la population. On doit s'attendre à un vrai coup de semonce. Jean-Yves Ramassamy, vous êtes le président des entrepreneurs du BTP en Guadeloupe, il faut le rappeler. On a l'impression que tout est en train de rentrer dans l'ordre, ces accords avec Harry Chalus. Nous avons contacté le ministère aujourd'hui qui nous a confirmé que vos échanges ont été fructueux, je cite très constructifs, et que les négociations avancent dans le bon sens. Le ministère des Outre-mer. Oui, vous savez que depuis des années, depuis 2008, nous avons toujours eu des réponses très positives. Nous avons déjà eu un nombre important de négociations. Et je crois que le président de la région a très bien compris, puisque depuis lundi, nous avons quand même, je ne dirais pas de mettre la pression, mais nous sommes adressés à la population guadeloupéenne, mais aussi à la population martiniquaise, la population guyanaise et la population de la Réunion. Ce qui prouve, ce n'est plus le même mouvement qu'en 2008. Parce qu'on parle beaucoup de 2008. Peut-être que ça a été une référence. Mais nous avons encore eu d'autres actions que nous avons menées. Mais l'importance aujourd'hui, c'est qu'au niveau de tous les départements et territoires d'outre-mer, nous avons les mêmes problèmes. Et la Guadeloupe se trouve dans un problème particulier par rapport aux autres départements, puisque non seulement nous avons des problèmes au niveau des travaux qui doivent se faire depuis quelques années et qui n'ont pas abouti déjà à leur réalisation, nous avons aussi le problème de charges sociales et fiscales que nous ne pouvons pas payer. Donc, automatiquement, l'entreprise se trouve endettée alors qu'il y a des entreprises
qui ont des sommes importantes qui ne sont pas payées. Donc nous avons des problèmes qui s'accumulent de plus en plus. Et ce qui est encore important, c'est que les bonnes commandes qui étaient prévues depuis 2 ans ne sont toujours pas arrivées. Nous avons des problèmes de logements sociaux. Vous l'avez entendu, les agréments prennent du temps pour pouvoir être signés au niveau de Bercy. Nous avons aussi des problèmes de dossiers avec des travaux qui devaient être commencés depuis 3 ans, 4 ans, qui commencent maintenant à voir le jour. Et je peux vous dire, on a annoncé pour nous un projet concernant Pointe-à-Pitre, Abîme. Près de 2 milliards qui étaient annoncés d'euros. Aujourd'hui, il y a seulement 250 millions d'euros engagés, mais pas en voie de réalisation. Ce n'est pas la même chose. Donc, automatiquement, quand on fait le calcul de tout ce qui avait été promis, et ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui n'a aucune valeur, je dirais, financière pour nous permettre de sortir de la crise que nous sommes actuellement. Et ce n'est pas seulement le BTP, puisque dès que le BTP ne marche pas, il y a tout un ensemble d'entreprises qui ne fonctionnent pas. Nos sous-traitants ne sont pas payés. Et de plus aussi, il faut savoir que les transporteurs travaillent avec le BTP. Les centres au niveau des fournitures de matériaux, les quincailleries, les fournisseurs ne sont pas payés. Quels sont les Donc points nous sur lesquels... accumulons des dettes et alors que nous avons de l'argent... Quels sont les points sur lesquels le gouvernement, par le biais de Marie-Paul Angevin, s'est engagé? Aujourd'hui, nous avons eu une réunion qui a été très positive, dans la mesure que le président de la région a pris en compte nos doléances et dès cet après-midi, il a contacté le ministère, il a contacté le préfet déjà, et dès demain matin, il y a un certain nombre de dossiers qui lui ont été présentés qui seront déjà envoyés à Paris. Vous-même, vous nous avez dit que vous avez contacté le ministère qui a dit que c'était très enrichissant. Tout est en bonne voie. Bon, vous savez, tout est en bonne voie, d'accord, mais nous attendons aussi le résultat du travail qui a commencé aujourd'hui. Nous avons commencé un mouvement avec l'ensemble des entreprises du BTP. Toutes les entreprises, tous les secteurs économiques de la Guadeloupe sont concernés, puisque depuis cet après-midi, je rencontre les organisations professionnelles qui vont s'associer au mouvement de vendredi. Que va-t-il se passer vendredi? Vendredi, c'est une grande réunion que nous allons faire avec une délégation de la Martinique, la Guyane et la Réunion. Doit-on s'attendre à une grande mobilisation qui va bloquer toute la Guadeloupe? Je n'ai jamais parlé de blocage. Pour l'instant, c'est nous qui sommes bloqués. Nous ne sommes pas payés et nous n'avons pas de travail non plus. Et on ne peut pas payer. Donc, c'est nous qui sommes bloqués. Donc, la réunion de vendredi, c'est une réunion importante. Dans la mesure, les 4 départements et territoires autonomes seront présents. Et ensuite, tous les secteurs économiques de la Guadeloupe seront présents aussi, puisque demain, je finis de signer la charte qui va permettre de regrouper l'ensemble des activités économiques et pour dire au gouvernement qu'il y a un mouvement aujourd'hui au niveau des dom-toms, c'est un mouvement économique. Ce n'est pas un mouvement de blocage. Nous avons mis en valeur la richesse économique de la Guadeloupe qui est en train de se disparaître. Et c'est ce que nous voulons sauver aujourd'hui. Nous voulons sauver aujourd'hui les entreprises guadeloupéennes, les transporteurs et aussi tous ceux qui travaillent indirectement et directement au niveau du BTP. Jean-Yves Ramassamy, vous avez quand même menacé de vous mobiliser. Est-ce que les Guadeloupéens doivent s'attendre à une mobilisation importante après vendredi? Vous savez, tous ces jours-ci, j'entends parler beaucoup d'une forte programmation au niveau du chômage. Mais demain, s'il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne, le chômage va encore s'agrandir. Le problème que nous avons soulevé aujourd'hui, c'est un problème de survie des entreprises. Et aujourd'hui, les Guadeloupéens ont besoin de nous. Nous avons besoin des salariés. Les salariés ont besoin de nous. Et le combat que nous menons, c'est un combat que, comme je vous le disais, tout le secteur économique de la Guadeloupe participe. Donc s'il y a un blocage, c'est l'ensemble de l'économie de Guadeloupe que nous sommes en train de débloquer. Ce n'est pas un blocage, justement. Nous allons débloquer le blocage qui a été mis en place depuis quelques années par un certain nombre de responsables politiques. Et je dirais aujourd'hui que même si on nous a reçus en métropole, ça fait 15 jours, les promesses qui avaient été données l'année dernière au mois de janvier, à chaque année au mois de janvier, nous avons toujours eu les mêmes promesses. Là, ils vont débloquer 3 dossiers qui sont en cours depuis 2 ans.
Et les 3 dossiers qui sont en cours depuis 2 ans, ce sont des dossiers qui sont très, très en retard. Et pour vous donner une information, il y a la LBU, la ligne budgétaire unique, qui permet d'aider, de financer les logements sociaux. Il y a une grande partie de cette subvention qui est repartie dans un autre département et que la Guadeloupe ne peut pas bénéficier aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est une vraie crise économique et financière pour les entreprises guadeloupéennes. Et vous allez voir vendredi, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. J'avais profité pour inviter l'ensemble des entrepreneurs et des entreprises guadeloupéennes vendredi à 10h au WTC. Merci Jean-Yves Ramassamy, merci d'avoir répondu. Restez avec nous. En mémoire des événements de la soufrière de 1976 et de l'ouragan Katrina en Louisiane aux États-Unis, le fort d'Elgrès a accueilli la 5e édition du prix Félix Éboué, un événement mis en place avec la collaboration du Consulat général de France à la Nouvelle-Orléans. Se souvenir des catastrophes, un reportage signé Karen Diam. Je souhaite m'exprimer au nom des victimes et des disparus qui n'ont pu être sauvés, malgré les moyens... Ils étaient 11 à briguer le titre de lauréat du prix Félix Éboué 2016. Autour d'une thématique liée à l'actualité de notre insularité, ils ont chacun à leur tour décliné leurs pensées sur les catastrophes naturelles et la solidarité. Nous ne sommes pas seuls dans notre engagement. Alors pourquoi devrions-nous laisser ces pauvres gens accablés par ces catastrophes? Il est 17h. Est-ce le début d'un cauchemar? La radio annonce 200 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million sans abri. Aujourd'hui, nous arrivons au 40e anniversaire du réveil de la Grande Dame. Notre tâche est ardue. Il s'agit là d'honorer la mémoire de notre pays. Le but aujourd'hui n'est pas de gagner une coupe, mais de gagner en savoir-vivre. La solidarité est importante, autant au niveau de la Guadeloupe qu'au niveau mondial. Pour départager ces 11 candidats, le jury présidé par Muriel Joseph Théodore s'est appuyé sur le respect du thème, l'élocution ou encore l'émotion du candidat. Une tâche extrêmement difficile, mais d'abord extrêmement plaisante. C'est un grand moment de bonheur de voir tous ces jeunes vraiment en pleine possession de moyens extrêmement peu parlés à la télévision. Ce sont des jeunes en pleine croissance, 14 ans, 13 ans, 14 ans, qui sont en train de nous donner des leçons, ici devant tout le monde. Et après 30 minutes de délibération, le verdict tombe. Gérald est le nouveau lauréat du prix Félix Éboué 2016. Je suis aussi fier d'avoir pu représenter le collège Bourdeliane. Et pour finir, je remercie le jury de m'avoir choisi. J'ai voulu faire passer un message pour montrer que même dans les moments difficiles où on perd des proches, on peut quand même aider ceux qui sont dans le besoin. La 2e place est attribuée à Laure du collège de Gourdeliane. Je remercie le jury pour ce prix et le collège aussi qui nous a encadrés. Et puis, je suis très contente. Je me suis dit que la solidarité, c'est quand même un sujet très important, surtout face aux grandes catastrophes naturelles, que ça arrive à tout le monde et que je me suis dit qu'il fallait que je participe, que je mette des sujets, que... Comment dire ça, je parle, quoi, je donne mon avis pour marquer les autres personnes. Et la 3e place, à Robbins, du lycée Gerville-Réache. Merci à tous et je tâcherai de continuer sur cette voie. Tout d'abord, j'estime que la population guadeloupéenne a tendance à délaisser son patrimoine et son histoire. Et quand on m'a informé qu'il y aurait ce concours, j'ai trouvé que ça serait une bonne idée que des jeunes justement participent à l'histoire de notre pays en disant ce qu'ils en pensent, ce dont ils se rappellent et faire passer au message aux plus jeunes qui ne s'intéressent pas forcément à ce genre de choses. Partagé à l'échelle internationale, plus précisément en Louisiane, le concours a également eu lieu avec le sous-thème Katrina. Gagnante de sa région, Marley a souhaité venir à la rencontre des candidats guadeloupéens. J'ai une grande passion pour mon État, la Louisiane, dans les États-Unis, et je suis de la fête là-bas. Donc, il y avait des problèmes dans le passé avec l'ouragan Katrina qui a inondé et complètement détruit la ville là-bas. Donc, je voulais venir ici et parler des problèmes et donner des advice à les autres et de leur donner d'informations de quoi se passe dans une autre région francophone qui peut-être ils ne savent pas dessous. Avec cette 5e édition, la jeunesse guadeloupéenne a su montrer son potentiel.
Pour encourager les jeunes à se prendre en charge, l'unité de développement des premiers secours de la Guadeloupe organise un atelier d'éveil à la citoyenneté, un programme de formation, d'immersion en entreprise et d'action sur la communication non violente qui avait lieu à Bemao. Reportage Linda Kayarsi. Tous ont un but, permettre à leur projet professionnel d'aboutir. Je suis titulaire d'un bac, comptabilité, mais à la suite, j'ai changé de route. Je souhaiterais faire une formation en tant que soit employé polyvalent de libre-service. Et pour aider Romuald dans sa quête, l'école de prévention et de civisme. Depuis 2006, la structure est devenue un véritable tremplin social et professionnel. On permet aux jeunes d'être en équilibre sur deux concepts. En fonction de son projet professionnel, pour qu'il puisse être accompagné dans sa démarche, ça c'est une chose. Et deuxième chose, pour que ce jeune soit actif, soit mobile sur les projets qui concernent son quartier. Ici, chaque année, près d'une centaine de jeunes sont accompagnés avec un taux de sortie positif qui dépasse les 40%. Au jour d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir autour de vous, il y a un certain nombre de jeunes qui ont terminé leur parcours et qui sont employés dans la structure. Il y a un certain nombre de jeunes également qui ont terminé leur parcours, qui sont devenus des grands frères et qui sont employés dans d'autres structures partenaires et qui reviennent donner un coup de main, qui reviennent pour accompagner les jeunes qui arrivent. Fort de son succès, la structure est aussi une forme d'éducation à la participation de la gestion de la cité, qui doit permettre à ces jeunes d'être les citoyens de demain. Tous ces jeunes, on les critique, mais ça ne mène à rien du tout. C'est des actions comme celle-ci qu'on a besoin pour les montrer autre chose que la rue, parce que pour l'instant, ils ne voient que ça. On parle, mais on a déjà vu que ça fait 2-3 ans qu'on parle, ça ne sert à rien. Donc à un moment donné, il faut qu'on remonte nos manches et qu'on se batte et qu'on retire ces jeunes de là. Quand je dis ces jeunes de là, je parle comme si je suis grand, mais je veux faire comprendre en fait qu'il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça parce qu'on a besoin d'eux. Qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir de demain. Une fois de plus, l'école de la prévention et du civisme tend la main à tous ceux qui sont prêts à se lancer dans un défi professionnel. Restez avec nous. Dans un instant, nous découvrirons l'opération pilote, les vélos de bureau dans les salles de classe au Collège de Sainte-Rose. Et puis nous irons à la foire de Paris à la rencontre de nos artisans. Mais avant, le SDIS de la Guyane est dans le rouge. La Chambre régionale des comptes a dressé un rapport d'une 40aine de pages sur les exercices du service départemental d'incendie et de secours de Guyane entre 2008 et aujourd'hui. Le point avec Ayodele Germa d'ATV Guyane. La Chambre régionale des comptes met en garde le service départemental d'incendie et de secours. En Guyane, 10% de la population ne dispose pas d'un centre de secours à moins de 20 minutes de son domicile. En cause, la faiblesse de l'investissement. Seuls 2,9% des dépenses d'investissement sont consacrées aux centres d'incendie et de secours. Pour cela, la Chambre des comptes conseille aux SDIS d'étoffer davantage son parc immobilier avec la construction de centres d'intervention et de secours à Roura, Montineri, Javoué, Grand Santi et Awala et Alimapo. Le second volet de ce rapport porte sur l'aspect financier. La Chambre des comptes considère que le SDIS est géré avec prudence, mais sans vision prospective. Au 31 décembre 2013, par exemple, la créance non recouvrée du SDIS auprès des communes, une de ses principales sources de recettes, s'élevait à 5 780 000 €. De plus, entre 2008 et 2014, seule une moyenne de 33% des dépenses d'investissement prévues ont été effectivement réalisées. Troisième axe, la gestion des ressources humaines. Le service départemental d'incendie et de secours emploie 500 agents et sapeurs-pompiers professionnels répartis sur 15 centres. Et les charges de personnel représentent 85% des dépenses de fonctionnement en 2012. La Chambre régionale des comptes recommande à cet effet notamment de renforcer les critères d'attribution des primes. Depuis plusieurs mois, l'équipe pédagogique du Collège de la Boucan à Sainte-Rose expérimente un nouvel outil, le vélo bureau, une innovation qui permet aux élèves de mieux gérer l'anxiété et de se concentrer. L'établissement scolaire est par ailleurs le premier d'Europe à l'expérimenter. Le reportage de Linda Kayarsi. Des collégiens qui pédalent en plein cours de français, une situation peu commune. Pourtant, c'est un projet ambitieux de ce professeur de lettres modernes.
C'est un outil quand même qui est particulièrement adapté à la société d'aujourd'hui. Elle répond parfaitement donc, aux problèmes que nous rencontrons en classe, problèmes de santé, mais aussi problèmes donc parfois de manque de concentration, élèves décrocheurs. Ça répond aussi pour les élèves qui sont ce qu'on appelle des TDAH, donc ça veut dire des élèves avec des troubles déficitaires de l'attention, avec hyperactivité ou non. Et donc ces élèves, ça leur apporte un plus. Après plusieurs mois d'essai, ce sont tous les élèves de cette classe de 6e qui vont fourcher leur vélo-bureau pour se dégourdir une dizaine de minutes à tour de rôle. Il y a à la fois donc, un objectif qui est la lutte contre la sédentarité. Donc ça peut intégrer effectivement le surpoids, mais aussi tout ce qui est le bien-être, la bonne santé. Donc nos élèves profitent en même temps qu'ils sont en cours pour faire de l'activité physique. Alors c'est une activité physique modérée, mais qui a ses effets donc, sur le long terme, parce qu'ils sont quand même 7 heures par jour en classe. Voilà. Et justement, les élèves du professeur Vibert adorent leur nouvelle station de travail. Tous sont unanimes. Elle leur procure de grands bienfaits. Je trouve que c'est intéressant parce que ça canalise l'énergie et surtout pour les enfants qui sont très excités en cours, le professeur les met sur le vélo et ils arrivent à plus facilement se concentrer. Moi, je ressens que ça me relaxe parce que des fois, quand je suis stressée ou énervée, quand je pédale et quand je travaille dessus, eh bien, ça me détend. Il y a des fois, c'est ennuyant de rester sur une table assis, mais quand tu pédales, tu peux te défouler. Et les notes? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Le Collège de la Boucan est l'un des premiers établissements européens, après les États-Unis et le Canada, à expérimenter le pupitre vélo. L'appareil a par ailleurs obtenu le prix du public lors de la journée de l'innovation au LPO de Pointe-Noire. On a investi beaucoup là-dedans. Notre établissement entier donc, va se mobiliser puisqu'il va y avoir toute une équipe de professeurs qui va suivre des enfants pendant une année, puis renouvelable après chaque année. Donc on va avoir quand même aussi, donc on va prendre des classes, une classe de 6e, on va suivre son parcours avec un organisme scientifique donc, qui va venir, l'ORSAC, qui va venir donc, observer les élèves en classe. Voilà. D'ici la rentrée prochaine, l'établissement scolaire sera doté d'une centaine de vélos-bureaux. Prochain défi du professeur de lettres modernes, étendre le dispositif au réseau d'éducation prioritaire de la Boucan et pourquoi pas au sein même des foyers des parents d'élèves. Le concept fait de plus en plus d'adeptes de Paris à Saint-Martin. La soirée rétro-citole débarque en Guadeloupe ce soir dans une discothèque des Abîmes. DJ Mike, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le principal DJ qui animera cette soirée ce soir. Elle est devenue l'un des événements incontournables de Paris, en tout cas pour les nostalgiques du zouk des années 80. Près de 2000 personnes à chaque soirée. Comment vous expliquez ce succès ? Je pense que c'est l'amour d'une musique exotique qui a été conçue pour rapprocher les gens et pour amener de la joie. Donc je pense que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, cette musique justement arrive à traverser les frontières et voilà, aujourd'hui, les résultats sont là, sur le terrain. DJ Mike, ce concept rétro-citole, c'est vous qui l'avez conçu. Tout a démarré, je crois, en 2009. Exact, tout a commencé en 2009. Voilà, après plusieurs réflexions, après avoir observé le public, après avoir observé aussi l'attente du public, le zouk se faisait rare dans certaines soirées. Et mon équipe et moi, nous avons décidé de militer pour la musique de chez nous, pour la langue créole aussi, les sonorités créoles, et aussi, pour aussi mettre en avant aussi, ce que je dis souvent, le génie des hommes qui ont créé cette musique et des personnes aussi qui ont contribué, artistes, musiciens, à l'écriture, enfin voilà, à amener ces sonorités. Vous avez réussi à l'imposer dans certaines salles de spectacle connues sur Paris, ce qui est, je sais, difficile. Hein. Ce qui est très difficile, c'est très difficile parce que c'est difficile de comprendre que nous avons une culture qui est riche et qui est forte et qui fait le tour du monde. Alors, Paris, Montpellier, Saint-Martin, vous l'avez dit, vous exportez cette musique au dehors de ses frontières. Comment est-elle perçue ? Elle est perçue comme une musique, en fait, un peu, entre guillemets, je dirais, underground. C'est-à-dire que c'est une musique qui n'est pas diffusée sur les gros médias, on ne va pas tous les citer, mais les gros médias radiophoniques et aussi en télévision. Mais c'est une musique aussi qui fait rêver. Parce que, voilà, la danse à deux, c'est quelque chose d'unique. Avant, on avait le slow. Le slow a disparu. Et maintenant, les gens ont envie de danser à deux, les gens ont envie d'échanger, ont envie de communiquer. Ben, le seul moyen, c'est la musique, c'est le zouk.
Alors ça donne du baume au cœur à beaucoup d'Antillais qui vivent dans l'Hexagone, mais est-ce que vous avez réussi à attirer également des clubbers qui ne sont pas originaires des Antilles? Tout à fait, parce que la musique aujourd'hui est le seul vecteur qui nous permet de vendre notre île. Donc en fait, ce qui est intéressant avec la musique de chez nous, c'est que c'est un passeport pour accéder justement, pour venir en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, découvrir notre culture, découvrir ce que nous sommes vraiment, notre jovialité, aussi avec nos problèmes, la réalité de ce qu'on chante dans cette musique. À la base, des textes étaient basés aussi sur la réalité économique et sociale, en plus des textes d'amour. Alors quel sera le programme ce soir aux Abîmes? Le programme ce soir, direction les Abîmes, voilà, à l'instant discothèque, mais aussi nous partons en Martinique samedi, nous serons du côté du Chalet Village. Je crois que c'est les filles qui seront amenées à inviter les jeunes hommes à danser. Il y a un concept bien spécifique. Exact. En fait, on va justement, on va pousser un petit peu, on va pousser les choses pour aller au-delà de notre culture. À savoir, d'habitude, ce sont les hommes qui invitent cordialement les femmes. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de déverser les rôles, ce qu'on appelle le zouk dating, qui est le concept que nous avons monté. C'est-à-dire que ce sont les femmes munies de bracelets rose fluo qui inviteront les hommes toute la soirée, qui auront les bracelets bleu fluo. Interdiction que les hommes invitent les femmes durant toute la soirée. Donc, Girls Power. DJ Mike, vous êtes DJ, également organisateur de soirées. On a déjà vu ce genre de scénario se produire. Je pense à David Guetta. Est-ce que vous envisagez d'aller beaucoup plus loin? Le but, c'est d'aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas au niveau de David Guetta, mais nous avons un groupe qui a créé cette musique et qui l'a exportée dans le monde, qui est le groupe Kassav. Aujourd'hui, l'objectif, je ne dis même pas son objectif, c'est un rêve. Le rêve, c'est de suivre les traces de Kassav et d'amener Rétrocitol dans les pays comme le Canada, de partir en Afrique, de partir à Miami, enfin, s'il le faut, au Japon, pourquoi pas. Le zouk, c'est une musique internationale. Il faut qu'on soit conscient de ça. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont commencé étudiants avec des associations d'organiser des petites soirées et qui ont pris au fur et à mesure de l'ampleur. Est-ce que l'événementiel est devenu un business qui rapporte gros? C'est un business qui rapporte gros, mais qui ramène pas mal de problèmes. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que l'organisation est très lourde, l'organisation financière, psychologique aussi, parce que les gens voient simplement le résultat du jour J. Mais il faut être très fort et il faut aussi avoir les instances qui nous accompagnent pour la sécurité. C'est important. Et aujourd'hui, dans les soirées, nous avons mis en place, maintenant, on peut contacter par exemple la Croix-Rouge, on paie un forfait, et la Croix-Rouge fait partie de nos soirées intégrantes toute la nuit pour secourir au cas de besoin. Voilà, donc la sécurité est très importante parmi ce qu'on développe. Et ce soir, justement, il y aura de la sécurité? Il y aura de la sécurité. Il y aura surtout de la bonne humeur avant la sécurité. DJ Mike, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Nous, on va à la Foire de Paris qui se tient actuellement à la porte de Versailles. Et comme chaque année, de nombreux commerçants et artisans antillais ont fait le déplacement. Ils sont d'ailleurs au centre de cette foire, mais une fréquentation qui s'annonce néanmoins à la baisse cette année. On regarde ensemble le reportage d'Éric Dupuis. Pas grand monde, ou presque. Du côté de la Martinique, 14 commerçants ont fait le déplacement sous la bannière de Cap Antilles. Et selon les exposants, les responsables de cette baisse de fréquentation sont tout trouvés. Ils disent que c'est par rapport aux attentats, que les gens ont peur de venir sur place et ont peur de se retrouver à un endroit où il y a un regroupement de personnes. Vous savez, les Parisiens traumatisés, je pense, depuis. On ne peut pas dire qu'il n'y ait personne sur l'espace guadeloupéen. Il y a Monsieur Tout-le-Monde, mais aussi quelques personnalités. Ça me rappelle de mon enfance et en France, on n'a pas ces senteurs, on n'a pas ces odeurs. C'est quelque chose d'inexplicable en fait. C'est chaleureux, on se retrouve chez soi, on se retrouve chez ses parents, chez la grand-mère. Pas de quoi booster les ventes de ce Marie Galanté pour autant qui, malgré la baisse du chiffre d'affaires cette année, se satisfait d'être là pour se montrer auprès de ses compatriotes. Il me faut venir leur faire savoir que j'existe et en venant aux Antilles en vacances, quand les produits sont là, ils pourront toujours les retrouver. Cette foire de Paris, c'est une première pour Pascal. Ce Guyanais a bénéficié de l'aide de la collectivité pour venir. Il n'a eu la confirmation que 15 jours avant. L'objectif, c'était déjà de se montrer au maximum à un plus grand nombre public et puis aussi, bien entendu, de pouvoir faire des ventes sur place parce qu'on a quand même ramené des produits du pays à des prix au même prix qu'au pays, justement. Cette année, cela va être difficile de rentrer dans ces frais qui s'élèvent entre 5 et 10 000 euros par stand.
Mais malgré cette conjoncture morose, tous les exposants nous ont assuré que l'année prochaine, ils reviendront quand même. À vos stylos, maintenant, quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Plusieurs quartiers du Gosier subissent des coupures d'eau en raison du remplacement du charbon actif à l'usine de Bello. Bello-Cadeau, la distribution de l'eau sera interrompue avec un retour à la normale prévu vendredi en début d'après-midi. En début d'après-midi. Et puis, si vous voulez nous donner de votre ressort, une collecte aura lieu vendredi au Moule. Et enfin, en raison les fermetures de la CAF seront prévues en raison de l'ascension des services de la CAF et de la DRFIP. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.